Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures, donc l'autre chaîne où je parle de ma deuxième passion, qui est donc le cinéma. Et comme annoncé dernièrement, eh bien, cette vidéo sera consacrée aux Animaux Fantastiques numéro 3, Les Secrets de Dumbledore. Donc Les Secrets de Dumbledore, dernier opus en date d'une saga qui était censée reprendre la relève des films Harry Potter, mais qui... d'un point de vue commercial, n'a pas tout à fait répondu aux attentes du studio. Alors en effet, quand le dernier Harry Potter est sorti, donc en 2011, eh bien, la Warner a voulu faire fructifier sa poule aux œufs d'or. On rappelle que Harry Potter et les Reliques de la Mort avaient rapporté plus de 1,3 milliard de dollars rien qu'en salle, et que les 8 films de la saga ont engrangé plus de 5 milliards de dollars sur toute la planète, sans compter les vidéos, sans compter les produits dérivés, qui se vendent par dizaines de millions à travers le monde, sans compter également les parcs, celui qui est en Angleterre, ou celui qui est en Californie, d'ailleurs qui est curieusement abrité au studio Universal, alors que c'est la Warner qui a produit le film. Mais bon, passons. Voilà, donc la Warner voulait donc une suite à cette saga, ou plutôt une préquelle, vu qu'elle va demander à J.K. Rowling de broder une histoire autour d'un des protagonistes très mineurs de Harry Potter, un personnage qui apparaît uniquement cité dans un des bouquins, le premier je crois, à savoir Norbert Dragono, qui est l'auteur d'un livre sur les animaux fantastiques et comment les attraper. Alors donc J.K. Rowling n'est pas contre, et donc tout ce petit monde va chercher donc à approfondir la saga, à créer de nouveaux personnages, et donc à raconter une histoire autour de Norbert Dragono, donc un sorcier mais également biologiste, qui est plus à l'aise en compagnie des animaux fantastiques de la saga qu'en compagnie de ses semblables. D'ailleurs l'interprète donc de Norbert Dragono joue merveilleusement justement sur cet aspect, on a l'impression qu'il est un petit peu autiste par moment, et qu'il est vraiment plus à l'aise avec ses animaux qu'avec avec son entourage. Donc l'idée au départ c'est de relancer la saga avec une histoire écrite en 5 films, afin de pouvoir d'une part maximiser la poule aux œufs d'or, et d'autre part avoir quelque chose à raconter, avoir un fil conducteur tout au long de l'histoire. Donc J.K. Rowling est donc sollicité pour écrire le scénario, développer les personnages, et rapidement l'idée est que cette saga ne se déroulera pas uniquement en Angleterre, mais un peu partout dans le monde. Le premier film se déroule dans les années 20 aux États-Unis. Alors le fait de commencer cette histoire bien avant la naissance d'Harry Potter a deux avantages. La première, c'est qu'elle ne fait pas intervenir les personnages connus, qui de toute façon ont tellement grandi qu'ils ne pourraient plus incarner les personnages. Et d'autre part, ça permet là aussi de combler certaines zones d'ombre et de donner plus d'ampleur au monde magique créé dans Harry Potter à l'école des sorciers. Donc dans ce nouvel univers, Norbert Dragono a tout autour de lui une petite équipe de personnages, dont Jacob, un moldu, qui va représenter l'ingénu, qui découvre au fur et à mesure ce monde magique, et puis qui apporte également une touche comique au film, car si les événements des 3 films sont relativement sombres, il y a quand même des respirations obligatoires, de manière assez rigolote, un humour je trouve assez subtil, pour justement éviter que le film tombe trop dans la noirceur. On rappelle quand même que la Warner souhaite s'adresser à tout le monde, aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Donc le premier film sort en 2016, il rencontre un succès assez important, mais qui le classe quand même en avant-dernière position pour les recettes américaines. Il rapporte 234 millions aux États-Unis, et seul le prisonnier d'Azkaban a fait un peu moins bien que lui. Dans le monde entier, c'est 814 millions de dollars qui sont récoltés par les Animaux Fantastiques numéro 1. Là aussi, c'est moins bien que les autres films de la saga. C'est une preuve déjà que oui, le public a envie de voir encore du Harry Potter, mais il n'est pas complètement convaincu par ce nouvel univers. Au niveau réalisation, la Warner a fait appel de nouveau à David Yates, qui officie sur la saga depuis 2007 et Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il a tourné donc les 4 derniers films, il s'est juste autorisé une petite incartade en 2016 en tournant un excellent Tarzan, une bonne relecture du mythe, avec une Jane beaucoup plus aventureuse que dans les films classiques. 2 ans plus tard, Les Crimes de Grindelwald sort sur les écrans, et là on constate une sérieuse première baisse des recettes. 654 millions de dollars de recettes dans le monde, 159 aux USA, contre 234 pour le premier. Clairement, le public répond beaucoup moins
à l'attente. Et la difficulté, en fait, c'est que d'une part, le film est critiqué pour un scénario qui est relativement complexe, hein, qui part un petit peu dans tous les sens, qui cherche à en rajouter dans la noirceur, que ce soit dans la quête de Grindelwald, qui cherche donc à accaparer le pouvoir absolu, dans le destin de croyance, donc un personnage qui est interprété par Ezra Miller. Et puis, il faut quand même réussir à placer dans tout ça du fanservice avec la passion de Dumbledore, Dumbledore beaucoup plus jeune dans les films classiques, Poudlard, et évidemment l'équipe, les amis de Norbert, hein, son destin contrarié, et ainsi de suite. Ça fait beaucoup de choses pour un film, et le public ne nous suit donc pas entièrement. Alors, pandémie oblige, il va falloir attendre 4 ans pour voir la suite de cette saga sur les écrans, hein, donc Les Secrets de Dumbledore, qui ne sortira qu'en 2022. À l'origine, la Warner comptait sortir un film tous les 2 ans. Le plan, c'était ça, un film tous les 2 ans pendant 5 ans. Donc le Covid, évidemment, recule tout ça, et puis un problème de taille va se poser. La personne de Johnny Depp, qui est interprété de Grindelwald dans le 2e film. Johnny Depp, on le sait, est accusé de violence conjugale par sa compagne, et malgré le soutien de J.K. Rowling et de David Yates, eh bien, l'acteur va devoir renoncer à ce rôle. Il sera remplacé un petit peu en catastrophe hein, par Mads Mikkelsen, hein, un acteur danois qu'on a pu voir dans Casino Royale, hein, c'est le chiffre, hein, l'ennemi de 007, c'est également l'adversaire du premier Doctor Strange, ou le concepteur de l'Étoile Noire dans Rogue One. Donc il y a quelqu'un qui est habitué au blockbuster, mais il a tourné également dans pas mal de films indépendants, de films européens, voilà, un acteur multicarte, dont on nous dit qu'il n'a eu que 2 jours pour se décider à reprendre le rôle de Johnny Depp. Moi, je trouve que dans ce rôle, il apporte une profondeur et une noirceur que n'avait pas forcément Johnny Depp. C'est vrai que Johnny Depp, on a l'impression, on le voit surtout maintenant, désormais, comme le Jack Sparrow hein, dans Le Pirate des Caraïbes. Et je trouve que ça dessert un petit peu. Mais bon, sans non plus, comment ça s'appelle, entacher complètement son personnage. Je trouve, d'un autre côté, que la Warner a quand même été très vite en besogne, parce que le procès qui se déroule en ce moment montre que dans cette histoire, eh bien, il n'y a pas le vilain Johnny contre sa gentille épouse, hein, parce que l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, mais voilà. Mais la Warner n'a pas voulu avoir de la mauvaise publicité autour de Johnny Depp. Donc le film sort en 2022, au printemps, donc après un retard quasiment de 2 ans. Et là, c'est la douche froide. Hein. 42 millions de dollars d'ouverture, c'est le plus faible ouverture pour un film de la série Harry Potter. Et à l'heure où je vous parle, le film n'a encore même pas dépassé les 100 millions aux États-Unis, il en est 94. Et dans le monde, il péniblement atteint les 400, hein, pas tout à fait 400. Ce qui fait que c'est un échec commercial. Hein, on n'a pas le budget du film, on sait que ce genre de film coûte extrêmement cher. Et quand je parle de 400 millions de dollars de recettes, il faut savoir que seulement 55% des recettes vont au studio. C'est-à-dire que pour le moment, eh bien, il n'y a que peut-être 200-205 millions qui sont rentrés dans les caisses, sans compter la publicité. Donc il va falloir que la Warner compte sur la vidéo et les produits dérivés pour financer la suite de cette saga. On n'est pas sûr hein, de voir la fin des Animaux Fantastiques. Même si, heureusement, alors je ne sais pas s'il c'était prémonitoire, mais le scénario boucle quand même pas mal de pistes amorcées dans les 2 premiers films. Ce qui fait que même si l'histoire devait s'arrêter maintenant, bon, on n'aurait pas une fin abrupte, un peu comme Divergent, hein, le bouquin, le 3e livre était adapté en 2 films, le 3e film n'ayant pas marché, ben, on n'aura jamais la fin de l'histoire. Hein. Alors, cet épisode 3, qu'est-ce qu'il raconte? Alors attention, là je vais être obligé de dire quelques spoilers, hein, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous avez l'intention de le voir, bon bah, vous pouvez arrêter la vidéo. Bon, d'un autre côté, le film est sorti en France depuis un certain temps, je ne pense pas que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo ne l'aient pas vu. Ou alors attendez de la sortie vidéo pour le regarder et revenir sur cette vidéo aussi. Donc, on a donc... Grindelwald, qui est toujours le méchant donc, de cette saga, hein, qui a réussi à se faire innocenter de tous les crimes dont on l'accusait, et qui vise ni plus ni moins eh bien, le poste de dirigeant des sorciers hein, suprême. Alors, je rappelle, dans cette saga, on montre que l'ordre des sorciers est quelque chose de mondial, il y en a partout, il y en a en Chine, il y en a en Amérique, il y en a en Europe, et ainsi de suite. L'action se déroule dans les années 30, en grande partie en Allemagne, ce qui permet de faire un parallèle que je trouve assez audacieux, même si finalement très convenu avec la montée du nazisme. Il ne faut jamais oublier que Hitler a été élu par ses pairs, et il n'a pas pris le pouvoir par la force, hein, pas comme Mussolini en Italie ou Lénine en Union soviétique, enfin en URSS,
en Russie plutôt, hein, si on veut être juste historiquement. Et du coup, Dumbledore, alors, qui a été son confident à l'école de Poudlard, eh bien, lui est apparemment le seul à se rendre compte vraiment du danger que représente Grindelwald, et donc il va donc charger Norbert Dragono eh bien, de l'aider à mettre fin à cette tentative de prise en main du monde magique. Parce que Grindelwald, son rôle, c'est carrément d'éradiquer le monde des Moldus, hein, il estime que les sorciers doivent hériter de la Terre et que les Moldus n'en sont que des parasites dont il faut se débarrasser. Alors, du coup, dans ce troisième film, eh bien, Norbert Dragono et ses amis sont quelque peu mis en retrait. Alors, on a l'impression qu'en fait, Dragono est même presque un second rôle dans son propre film. La Warner a rajouté encore pas mal de fanservice, en la personne de Dumbledore, bien sûr, de sa famille, en nous disant effectivement que Croyance est également un Dumbledore. Voilà, on a de nouveau donc Poudlard, d'autres personnages qui arriveront plus tard, qui sont familiers de la saga. Donc du coup, eh bien, Dragono est mis quelque peu en retrait, même si évidemment, il apparaît quand même dans pas mal de scènes, et c'est lui qui fait avancer l'action. Le film est très spectaculaire, hein, à l'image de premier film. Cependant, les animaux fantastiques vantés par la publicité sont un petit peu mis en retrait également. Alors, il y a une excellente scène qui se passe dans une prison, donc Norbert va rechercher son frère qui était emprisonné par les autorités allemandes. Bon, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, enfin bref, là où bah, de nouveau le bestiaire va se déchaîner. Hein. Les scènes finales qui sont censées se tourner au Tibet, pareil, bon, très très spectaculaire, hein, voilà, avec de très belles scènes de combat, notamment le duel entre Dumbledore et Grindelwald à la toute fin, bah, qui rappelle les meilleurs duels magiques de la saga Harry Potter. Et puis, tout au long du film, des décors somptueux, que ce soit la reconstitution donc, de l'Allemagne des années 30, des différents mondes magiques que l'on va visiter. Hein, voilà. Techniquement, je veux dire, c'est vraiment un film parfait. Bon, David Yates est un excellent faiseur, hein, c'est un très bon technicien. On l'avait déjà vu sous Harry Potter, il sait très bien manipuler des grosses scènes avec beaucoup d'effets spéciaux, avec beaucoup de personnages. Et il est relativement à l'aise, même très à l'aise dans les scènes plus intimistes, hein, avec beaucoup moins de personnages. Hein, les scènes assez tendres, où les personnages voilà, s'expliquent, discutent. Voilà. C'est vraiment un bon technicien, un bon réalisateur, parfait pour ce genre de film. Même si, au bout du compte, le style est quand même un petit peu impersonnel. Alors, on en apprend plus, évidemment, dans ce film, également sur Dumbledore, sur son homosexualité. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que dans les livres, et même dans les films, très franchement, celui qui est capable de me dire, voilà, Dumbledore est gay, il faut qu'il me montre à quel moment on peut l'apprendre. Bon, c'est un petit peu une réécriture qu'a fait J.K. Rowling après la sortie du dernier bouquin. Mais bon, ce qui n'est pas dramatique en soi. Et puis, il faut savoir que eh ben, cette révélation fait que le film a été censuré en Chine, qui avait déjà également censuré un bisou entre deux femmes à la fin du dernier épisode de Star Wars, hein, la sortie de Skywalker. Et voilà, donc le film est sorti de manière tronquée. Hein, comme quoi, ce pays a toujours un problème avec la diversité. Au niveau des surprises, on retrouve donc Croyance qui va petit à petit changer de camp, se rendre compte qu'il est manipulé par Grindelwald. Bon, ça c'est quelque chose qu'il aurait pu voir dès le début, mais la famille dans laquelle il était est tellement bizarre que voilà, il s'est laissé manipuler. Et le film va lui offrir une belle sortie, hein, finalement, une belle rédemption pour aider donc, les personnages principaux. D'ailleurs, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement classique, hein, que le héros, le méchant, pardon, qui finalement, au tout dernier moment, retrouve le chemin du bien. Bon, voilà, ceux qui ont vu le retour du Jedi m'auront compris. Le film est une belle conclusion, donc je dis, si jamais ça devait s'arrêter là, hein, quasiment toutes les pistes qui avaient été lancées sont terminées, à part, évidemment, Grindelwald, qui est toujours en liberté à la fin du film, parce que bon, son plan pour devenir sorcier suprême va échouer, hein, grâce à Norbert et ses amis. Et bon, il est encore trop tôt, je le redis, pour savoir si la Warner va continuer ou pas cette saga. En attendant, si la saga devait s'arrêter ici, eh bien, on aurait quand même ces trois films qu'il faudra revoir vraiment les uns après les autres pour bien en comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, le film n'est pas parfait, évidemment. Le premier défaut, je l'ai dit, c'est la mise un peu en retrait des personnages principaux des premiers films. La Warner a cédé à mon sens, à la fanbase, a mis trop de fanservice, a voulu trop mettre du Harry Potter classique dans son film. Et ça, le pire, c'est que c'est à la demande du public.
à la demande du public. C'est assez intéressant parce que le public, voilà, ou la Warner pense avoir répondu à l'attente du public, mais finalement le public, lui, n'a pas répondu à l'appel du film, il ne s'est pas déplacé en masse comme pour les premiers films. Comme quoi, lorsqu'on est trop à l'écoute de son public, bah, parfois on a des surprises. Je pense un petit peu ce qui est arrivé à la postlogie Star Wars. Hein, le premier film était un carton parce que ça répondait exactement à ce que les gens voulaient voir dans Star Wars. Un peu trop, hein, c'est qu'il faut être honnête, le Réveil de la Force est un quasi-remake de Un Nouvel Espoir. Et puis petit à petit, à force de faire des clins d'œil, des choses comme ça, et bien le public s'est un petit peu lassé. Et on a vu le dernier film avec beaucoup moins de succès que le premier, alors que là, bon, tout avait été fait, entre guillemets, pour pouvoir attirer le public dans les salles. Ce qui est aussi un petit peu un défaut, à mon avis, mais des trois films, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une vision d'ensemble. On a un petit peu l'impression, surtout pour ce film-là, que le scénario a été rafistolé, rajouté, réécrit. D'ailleurs, en 2019, J.K. Rowling était encore sur la réécriture du scénario, hein, afin de répondre aux critiques qui avaient été faites sur le deuxième film, sur la complexité de l'histoire. Donc du coup, eh bien, il y a certains moments qu'on espérait, ou certaines pistes qui finalement tombent un peu à plat. Et notamment le fait que Queenie se rallie à Grindelwald, bon bah là aussi on a, comment ça s'appelle, un retour en grâce qui est un petit peu, à mon sens, tiré par les cheveux. Pour Harry Potter, la saga, là c'était clair, c'était les romans, et J.K. Rowling savait exactement où elle voulait aller en racontant son histoire. Là, c'est beaucoup plus... c'est un peu plus artificiel. Voilà. Donc du coup, l'histoire part un petit peu dans tous les sens, même si le dernier tiers du film retombe bien sur ses pattes et parvient à conclure au moins provisoirement cette histoire. L'interprétation, bon, vraiment excellente. Hein. Jude Law est un excellent Dumbledore. Hein, il le joue vraiment très très finement. Et la première scène du film, c'est où il est en discussion avec Grindelwald. On sent toute la tristesse qu'il a de voir que son ami ou son amant, même ce qu'il le dit, hein, j'étais amoureux de toi, est devenu. Hein, c'est palpable. Et c'est là que je disais que finalement, David Yates est un très bon directeur d'acteur, hein, parce qu'il arrive à faire passer beaucoup d'émotions à travers sa mise en scène. Mais bon, dans l'ensemble, bon, Les Secrets de Dumbledore reste un bon film, un bon épisode de la saga, même si, je le redis, c'est quand même en deçà des Harry Potter dits classiques. Donc, si par extraordinaire, le studio décidait quand même de continuer l'aventure, il faudra bien réfléchir à la façon de continuer. Peut-être arrêter le fanservice à outrance. Hein. Là, on a bientôt l'impression qu'on va voir le père et la mère de Harry Potter ou de Rogue qui vont débarquer. Hein, voilà. Vraiment se focaliser sur la promesse du titre, c'est à savoir les animaux fantastiques. On y en a de moins en moins finalement au fur et à mesure de l'histoire. Et puis, si il doit y avoir vraiment un combat final entre Dumbledore et Grindelwald, il me semblerait logique que ce soit Herbert Dragono qui finalement a fait avancer l'action depuis le début de l'histoire, depuis le début du premier film, en s'en prenant plein la tronche quand même pour Pararon, soit quand même lui le vrai protagoniste de l'histoire. Voilà. Donc, en l'état, oui, Les Secrets de Dumbledore est un bon film, c'est pas le meilleur opus d'Harry Potter, il est nettement moins alambiqué que le deuxième film, et je le redis encore une fois, il conclut plutôt bien cette saga. Voilà. Donc n'hésitez pas, évidemment, à me dire ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu. Hein, est-ce que vous pensez, est-ce que ça s'intègre bien à la saga Harry Potter, ou est-ce que vous trouvez, comme moi, qu'il y a un petit peu trop de fanservice? Est-ce que vous avez envie de voir la suite, ou est-ce que vous dites non, c'est bon, je crois qu'il faut que ça s'arrête là, hein, on en a assez vu, hein, voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous. Et on se retrouvera donc assez rapidement pour la chronique de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ainsi qu'une rétrospective sur Matrix, parce que j'ai enfin pu voir Matrix 4 hein, en Blu-ray. J'ai pas mal de choses à dire dessus. Allez, salut!